Bienvenue sur ce nouveau webinaire SEMJ en partenariat avec Digimind et Partout. On est ensemble pour une petite heure, donc installez-vous. On va parler ensemble de business physique, booster vos ventes physiques grâce au développement de votre présence digitale et votre réputation. Donc comment le SEO, l'e-réputation et le social listening peuvent vous aider à acquérir plus de business physique. Pour cette présentation, je suis accompagné de Christophe Asselin de chez Digimind. Est-ce que tu peux te présenter, Christophe? Bonjour, donc je suis Christophe, je travaille chez Digimind au département marketing pour la France et je m'occupe plus spécifiquement du contenu. Top. Et on a le plaisir aussi d'être accompagné de Shiraz de chez Partout. Bonjour Shiraz. Bonjour Charlet, bonjour à tous. Donc voilà, Shiraz, Chief Marketing Officer chez Partout pour le secteur Enterprise Monde. Alors, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que fait Partout et détailler un peu l'activité? Oui, bien sûr. Alors rapidement, Partout, la mission de Partout, c'est d'aider les entreprises qui ont des points de vente ou simplement des établissements pour accueillir leurs clients à être plus visibles et à se rapprocher de leurs clients au travers de 3 grands piliers. Le premier, c'est d'être visible, et donc au travers notamment d'une solution de présence management qui va diffuser l'ensemble des données de l'entreprise sur les plateformes où elle souhaite être référencée. La deuxième chose ensuite, c'est une fois que l'entreprise est visible et que les points de vente sont visibles, de permettre à ces entreprises d'être choisies parmi les concurrents. Et donc, on les aide à travailler leur e-réputation et leurs interactions avec leurs potentiels clients. Et troisième chose, finalement, c'est de venir convertir tout ce trafic en revenus et donc les aider à gagner des clients au travers notamment de nouvelles fonctionnalités comme les commandes en ligne, le paiement, etc. Merci, très clair. Et tu vas nous expliquer un peu en détail via des cas concrets un peu plus tard comment ça se matérialise. Christophe, du coup, côté Digimind, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors Digimind, donc on est éditeur de logiciels de veille et de social media listening. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va collecter tout ce qui peut être publié sur le web et les médias sociaux, c'est-à-dire au-delà des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter ou Instagram ou TikTok. C'est tous les espaces de discussion qu'on peut capter comme les blogs, les forums et évidemment les sites d'avis consommateurs. Et pour que ce soit ensuite plus facile à décrypter, à analyser, on a un certain nombre d'outils de data visualisation qui vont permettre de voir en un coup d'œil qui parle, comment il s'exprime, positif ou négatif, quels sont les sujets importants. Et puis, que vous soyez une agence, que vous soyez une marque chez l'annonceur, vous allez ensuite bénéficier de rapports, de dashboards pour partager les analyses sur les réseaux sociaux ou sur votre veille concurrentielle, veille technologique, avec vos clients internes ou vos clients externes. Voilà pour Digimind. Merci Christophe. Très clair. Et SEMJ, si vous ne nous connaissez pas, c'est la plateforme SEO dédiée à votre stratégie de contenu. Donc SEMJ, c'est une plateforme qui aide vos équipes SEO et marketing à rédiger du contenu plus pertinent, plus performant, et cela en moins de temps. Accessoirement, SEMJ, c'est aussi une agence SEO au sens plus conventionnel du terme. Donc, on accompagne des clients dans leur stratégie SEO tout au long de l'année. Maintenant que vous nous connaissez un peu mieux, on va pouvoir commencer. Et donc, quel est le but et quel est le point commun entre nos 3 activités? C'est que chacun à notre manière, on va aider les business locaux à se développer sur les différents canaux du digital. Alors peut-être pour commencer, on va faire un petit peu de théorie et récapituler le lien fort entre présence en ligne, en tout cas du point de vue du SEO, et le local. Il faut savoir que c'est vraiment une relation qui va dans les 2 sens. On va utiliser votre site web, votre présence digitale pour booster vos acquisitions et votre business local. Ça, c'est assez classique. Ça existe depuis le début d'Internet, cette idée de, oui, j'ai un restaurant, je vais faire un site Internet, ça va aider mon business. Sauf que l'idée plus récente, c'est que l'inverse va également être vrai, la réciproque est vraie, puisque ce que vous allez mettre en place au niveau local va se répercuter positivement
sur votre présence en ligne. Ça, c'est un peu une nouveauté et ça va avec les dernières mises à jour et les derniers dépôts de brevets de chez Google. Pour bien comprendre de quoi on parle quand on parle de classement en ligne, il faut séparer, si vous êtes donc un store, un business local, un commerce, séparer les deux typologies de classement. Vous avez ce qu'on appelle le ranking local et le ranking SEO, donc le classement organique tel qu'on le connaît. Et c'est vraiment deux algos un peu différents qui sont à l'œuvre ici. Et qui vraiment fonctionnent de pair, mais pas de la même manière. Pour le ranking local, il y a des critères, tout comme pour le ranking organique, on ne les connaît pas forcément. Alors, quels sont-ils? Les critères du ranking local, donc le classement de vos pages dans le GMB, typiquement, si je tape restaurant sushi à Lyon, comment Google va déterminer ce qui ressort le premier, c'est assez simple. On va voir relevance, distance, prominence. Donc, c'est ça les trois critères. Donc, la pertinence, relevance, c'est tout simplement est-ce que vous êtes bien un restaurant sushi? Si vous êtes un mécanicien, il ne va pas vous mettre. Ça va se faire largement via la compréhension que Google a de votre business, notamment dans les mots-clés que vous utilisez. Si vous utilisez le mot-clé sushi, restaurant, etc., japonais, il va très vite identifier de quoi il s'agit. La distance, effectivement, le ranking local va être déterminé par la distance par rapport à l'utilisateur qui effectue la requête. Souvent, pour le local, on fait une requête sur son mobile, on est dans la rue, restaurant près de chez moi, il va forcément hiérarchiser les restaurants selon leur niveau de distance. Et puis, celui qui est un petit peu plus flou, c'est prominence. Alors, on peut le traduire, prominence, par l'importance de votre business ou son influence, sa réputation dans le monde physique, j'ai envie de dire. Donc, qu'est-ce que ça regroupe, cette notion de prominence? On peut regrouper ces 5 notions-là, qui va être la puissance du domaine, la puissance de votre site internet, votre notoriété globale. Est-ce que vous êtes une franchise, une marque, une enseigne connue? Ça va jouer aussi dans la prominence. La qualité et la quantité des reviews. On va y revenir un peu plus tard, mais les reviews authentiques, bien sûr. La qualité globale du SEO. Alors, Google n'est pas ne donne pas beaucoup de détails sur cette notion-là. Il dit juste que si vous respectez déjà toutes les bonnes pratiques SEO, par exemple, si vous faites du contenu, si vous avez un site propre techniquement, ça va aussi se répercuter positivement. Et puis, encore plus abstrait, le succès de votre business. C'est pas si abstrait que ça parce que Google a, depuis quelques années, travaillé sur des brevets qui visent à déterminer avec un niveau de précision assez grand si un business a du succès ou pas. On va y revenir. Donc, c'est un cercle vertueux, évidemment. Donc, plus vous avez de notoriété, de succès dans votre business physique, dans votre restaurant de sushi, plus votre présence en ligne va être améliorée, ce qui va aussi, à son tour, se répercuter sur votre présence physique. Donc, c'est un cercle vertueux. Et ça, quand vous comprenez ça, ça renvoie à une notion que vous connaissez déjà si vous suivez nos webinars, c'est la notion d'EAT. Alors, l'EAT, au niveau plus global sur Internet, pour Google, c'est 3 critères. Et ces 3 critères-là ont pour but de donner des preuves de légitimité, on peut dire ça comme ça, à votre site. Donc l'EAT, ça se compose de ces 3 critères-là. L'expertise, est-ce que vous-même vous êtes un expert? Est-ce que les gens qui travaillent chez vous ou vos auteurs sur le site internet sont des experts? Est-ce que vos articles sont écrits par des gens qui savent de quoi ils parlent? L'autorité, on pourrait tout simplement le traduire par la notoriété. Ça va comprendre la puissance, un netlinking du site, mais également tout ce qui est ce qu'on appelle linkless mention, donc les mentions sans lien. Donc tout ce qui est notoriété plus globale. Et puis la confiance, ça va être oui, la qualité des reviews évidemment, mais aussi d'un point de vue plus technique, est-ce que le site est sécurisé, est-ce que les paiements sont sécurisés, donc est-ce que vraiment on peut avoir confiance dans votre site et votre activité. Est-ce que aussi, accessoirement, est-ce que les mentions légales indiquent qui est le propriétaire du site et est-ce qu'on peut vous trouver facilement physiquement, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone par exemple?
Donc, un des critères du coup les plus importants dans tout ça, ça va être les reviews. On va y revenir d'ailleurs avec Shiraz plus tard. Juste quelque chose à savoir avant de commencer, c'est que les reviews, vous avez plusieurs manières de les avoir pour qu'elles soient prises en compte par Google. Hein. Il y a tout ce qui va se passer via le Merchant Center. Vous avez tout ce qui va être Google Reviews, donc tout ce qui va être GMB. Et puis les agrégateurs tiers agréés. Donc, ce qu'on appelle les agrégateurs tiers agréés, c'est la liste, un extrait dans la liste à droite. Hein. Vous les connaissez, ça va être avis vérifié, ça va être Trustpilot, ça va être Bazaar Voice et j'en passe. Il y en a 33 actuellement qui sont officiellement approuvés par Google. C'est-à-dire qu'on sait que Google va s'appuyer sur ces sites-là et faire confiance aux reviews qui y sont présentes. Alors là, pour vous donner un exemple de pratique qui se fait encore sur Internet, j'ai un site de clinique d'opération des yeux, admettons, et j'ai plein d'utilisateurs qui, sur ma page témoignage, laissent des avis. C'est des avis qui sont souvent très satisfaits, qui sont dithyrambiques et qui sont directement sur mon site. Et ça, Shiraz, est-ce que pour toi, c'est une bonne pratique de faire ça? Alors effectivement, Charlet, aujourd'hui, c'est très important d'avoir un maximum d'avis et de témoignages. Un peu le standard aujourd'hui dans les sites Internet et la construction de sites Internet, c'est avoir une section où on permet de mettre en avant des succès clients, etc. Mais pour le coup, effectivement, vu que ce n'est pas forcément considéré par Google, orienter la collecte d'avis sur le site Internet à proprement parler peut faire réduire la visibilité. Et clairement, aujourd'hui, les requêtes qui sont faites principalement sur Google ne sont plus des requêtes recherche, mais des requêtes réponses. L'internaute va avoir des réponses directement et évite au maximum de cliquer, d'aller sur le site de l'enseigne, etc. Donc, à mon sens, les plateformes que tu as citées sont aujourd'hui beaucoup plus, en tout cas, admises par les consommateurs. Plutôt que d'aller sur un site Internet. Donc, la recommandation, c'est il faut bien construire son site Internet, évidemment avoir des éléments de réassurance avec des témoignages, mais les avis clients, les centraliser sur d'autres plateformes et notamment GMB. Tout à fait. Donc, vraiment encourager le GMB. Et puis, en fait, Google, c'est une question aussi de confiance. Hein. Vous pouvez, techniquement, vous pouvez mettre n'importe quel avis sur votre site, vu que c'est votre site. Et puis, même sans parler jusqu'à d'être malhonnête, mais vous pouvez ne serait-ce que filtrer les avis, ne garder que les avis positifs. Google n'est pas dupe et le sait. Donc là, si je prends le même business, je vois que même si sur leur page témoignage, ils ont de très bons avis, malheureusement, sur leur page GMB, ils ont un score de seulement 3,5. C'est beaucoup moins positif. Et ça, c'est dommage. Donc là, la recommandation, comme l'a dit Shiraz, ce serait vraiment, hein, de reprendre tout au début, d'inciter les gens à laisser leurs avis là où ça compte pour Google. À noter, hein, que depuis 2017, on a un brevet qui a été déposé par Google sur la notion d'attribut d'entité. Donc l'entité, c'est votre business. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les avis laissés par les gens, les utilisateurs sur GMB. Si, on va reprendre l'exemple de mon restaurant de sushi. Très bon restaurant de sushi. Et puis, les burgers sont très bons aussi. Admettons, hein, je sais pas qui fait ça. Mais vous mentionnez nulle part sur le site que vous faites aussi des burgers. Google va utiliser les informations qu'il ne va pas trouver sur le site pour compléter les informations qu'il connaît à propos de vous. Donc, il va rajouter dans votre GMB, oui, ce restaurant fait aussi des burgers. Donc, c'est ça l'attribut d'entité, c'est que les utilisateurs eux-mêmes, si une information revient souvent, Google va l'intégrer grâce à son algorithme d'intelligence artificielle. Donc, vous avez tout intérêt à, évidemment, soigner ce que les gens disent à propos de vous. Autre critère, hein, c'est la fréquentation physique. On parlait du lien entre physique et présence en ligne avec ce qu'on appelle les popular times. Ça, vous connaissez tous, c'est Google me dit, voilà, à 15h, c'est moins busy qu'à 19h, etc. Ou si je veux aller dans un magasin, si je veux aller à Pardieu, à Lyon, je sais à quel moment c'est le mieux d'y aller. Ça aussi, hein, c'est un brevet qui a été déposé il y a environ 5 ans, je crois.
qui fonctionne naturellement avec les téléphones portables. Vous savez que vous êtes traqué, donc en tout cas une certaine partie, si vous êtes connecté à votre compte Google à ce moment-là, Google sait quel magasin vous avez fréquenté, il va agréger la data et c'est comme ça qu'il va savoir quels magasins sont les plus fréquentés. Et bien ça, non seulement c'est pratique pour l'utilisateur, mais évidemment Google utilise cette data pour déterminer si, voilà, si votre restaurant de sushi a du succès ou pas. Et on revient à cette notion de prominence, évidemment, il va comme ça déterminer si vous êtes influent et si vous avez du succès ou pas. Autre critère, ça va être la mise en avant des experts. En l'occurrence des experts comptables, puisque j'ai pris un site de comptables ils font très bien les choses, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là. On a une page, donc une page locale avec voilà, je ne sais plus exactement dans quelle ville c'est, peut-être à Nantes. Donc, notre cabinet comptable à Nantes, avec nos experts, donc Camille et Anaïs. Ils sont mentionnés, ce sont des personnes réelles. Et ça, c'est très bien parce que Google est maintenant très capable de faire le lien entre des noms que vous mettez sur le site, des patronymes, et leur présence réelle. Surtout si vous faites les choses bien. Là, on voit que ceux qui ont fait le site ont peut-être vu lu des articles sur l'EAT ou regardé des webinaires parce qu'ils suivent toutes les bonnes pratiques, puisque chaque expert a sa page dédiée. Avec, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est en bas, vous avez donc des onglets expertise, secteur de prédilection, les engagements, etc. Là, je vois que Camille Pichon, il est également enseignant en master à l'ICES. Voilà. Donc ça, c'est des critères et c'est des petits signaux que Google est capable d'aller vérifier. Et il va aussi s'en servir pour se dire, bah oui, en fait, dans ce cabinet de comptable, les gens savent de quoi ils parlent. Ils ont une vraie présence physique au-delà du site, en fait. Ça, c'est très important. Oui, tout à fait. Et on sait aussi que les forums, c'est un des plus vieux formats du web, mais c'est encore très utilisé par tout un tas d'experts. On verra tout à l'heure justement qu'il y a des experts qui peuvent répondre aux internautes quand ils demandent des avis sur une marque ou une chaîne de magasins. Donc ça, le format des forums qui hébergent les avis d'experts est quelque chose de très important également. Oui, tout à fait. Si là, par exemple, on peut imaginer que Camille va donner son avis ou va aider des utilisateurs sur des forums spécialisés. Google va repérer ça et ça va constituer sa réputation d'expert. Et enfin, autre critère important et à pas négliger, quand on fait du SEO et quand on essaie de booster le local, ça va être les données structurées. Donc ça, vous connaissez notamment pour les étoiles. C'est mon premier exemple avec Leroy Merlin. Donc tous les Leroy Merlin de France vont avoir un nombre d'étoiles qui va leur être propre, selon voilà, ce que les gens mettent sur la qualité de l'accueil et du service. Mais vous en avez plein, en fait, des données structurées. Donc, n'hésitez pas à aller fouiller sur le site schema.org. Il y a plein de données structurées, donc d'informations complémentaires que vous pouvez mettre. Là, j'ai pris le site de pharmacie CVS aux États-Unis. Ils utilisent les données structurées FAQ et donc directement sous mon listing Google, j'ai voilà, quelle est l'heure de livraison, est-ce que je peux avoir des choses, des prescriptions à la pharmacie, etc. Donc, ça, c'est un exemple. Mais vous en avez plein. Vous pouvez rajouter des logos, des images, préciser vos horaires d'ouverture. Voilà, il y a vos produits en stock. Donc, n'hésitez pas. Ça permet aussi de renforcer le lien avec votre présence physique. Et enfin, dernier point, ça va être le netlinking local. Je suis un business, je suis implanté dans la région, on a dit de Nantes, admettons. Eh bien sûr, le netlinking, c'est toujours important, mais essayez de diversifier votre netlinking et d'aller aussi chercher des liens avec des acteurs qui sont ancrés dans la vie locale. Donc là, avec mon business, je vais faire peut-être des partenariats de liens avec d'autres business, avec je ne sais qui, la MJC du coin ou la mairie ou des activités, des collectivités locales. Donc très important, ça permet aussi de vous ancrer dans une situation géographique. Donc voilà, si on pouvait résumer un peu comment bien implémenter tout ça pour être efficace,
pour que le SEO répercute, rayonne bien sur votre activité physique, ça va être en premier lieu les reviews, c'est très très important, soignez-les et privilégiez les canaux authentiques, créez des pages experts, valorisez vos experts, vous avez forcément ça peut être des vendeurs, hein. Peut-être que votre chef de rayon au rayon bricolage s'y connaît très bien, vous pouvez le valoriser. Utiliser des données structurées pour donner le plus de validation de votre présence réelle. Voilà, ça c'est un premier point sur la partie vraiment SEO et construction de votre site internet. Et puis maintenant on va voir comment l'e-réputation va jouer dans tout ça. Merci Charlet. Donc je prends la main à partir de là. Donc vous l'aurez compris dans la première partie qu'il est important de pousser les bonnes informations, le bon contenu aux internautes pour vous permettre d'être visible. En revanche, évidemment, cela ne fait pas tout. Si vous avez une mauvaise réputation, évidemment, tous ces potentiels clients ne vont pas choisir votre entreprise. Donc, il faut évidemment travailler les réputations. Et quand on dit réputation, simplement, enfin en tout cas dans ma partie, ce n'est pas exhaustif, mais dans ma partie, je vais vous parler donc des avis. Je vais aller plus en profondeur sur la collecte des avis, mais aussi, et on verra après, sur les messages. Donc pour revenir sur les avis, aujourd'hui, il faut savoir que 68% des Français déclarent ne pas aller dans un établissement qui a une note moyenne de moins de 3,5. Et je pense qu'on est tous en train de se dire la même chose, que c'est même à 4, voire 4,5 qu'on peut décider de ne pas aller dans un établissement. Donc là, par exemple, dans l'exemple qu'on peut voir sur le slide, ce fleuriste perd 2/3 des prospects potentiels. Donc, ça a un impact direct sur le chiffre d'affaires. Donc, une fois qu'on a fait ce constat sur l'importance des avis, la question qui se pose, c'est comment faire pour travailler votre e-réputation. Donc, très simplement, 2 étapes. La première, c'est de récolter un maximum d'avis. Donc, Google, évidemment, met en avant les entreprises qui ont beaucoup d'avis et qui en reçoivent de manière régulière. Donc, il est important de mettre en place une stratégie de récolte. Et deuxième étape, évidemment, une fois qu'on a tous ces avis, il faut en faire quelque chose. Il faut y répondre, il faut interagir pour, d'une part, améliorer son ranking, mais aussi, tout simplement, pour fidéliser les clients qui prennent du temps et qui vous posent des avis. Donc, on va commencer pour la première partie. Comment faire pour collecter de manière assez efficace des avis? Donc, il y a plusieurs méthodes. La première étant l'email. Donc, c'est un peu la méthode qu'on ne conseille pas chez Partout parce que aujourd'hui, on le vit tous, on reçoit beaucoup d'emails, on ne les lit même plus. Donc, les taux d'ouverture, les taux de conversion sont très, très faibles. Et aussi, attention, il ne faut surtout pas faire des vagues de demandes d'avis via email parce que ça peut être identifié par Google s'il y a des pics. Et donc, ça peut être assez dangereux. Deuxième méthode, le faire tout simplement à l'oral, au moment de l'achat en point de vente ou dans l'établissement. Voilà, de demander à la personne tout simplement, n'oubliez pas de nous laisser un avis. Donc, c'est perçu de manière beaucoup moins intrusive. Après, le risque, c'est que la personne, en sortant de là, oublie tout simplement. Donc, il y a aussi un risque de taux de conversion. Ensuite, les 2 autres méthodes, qui sont les méthodes que nous recommandons le plus chez Partout. Donc, la première, c'est le SMS. On a constaté au travers d'une étude qu'on a réalisée que le taux d'ouverture est excellent au travers de cette méthode. Donc, sur 10 demandes, vous pouvez recevoir en moyenne 5 avis, ce qui n'est vraiment pas négligeable. Donc voilà, c'est une méthode assez efficace. Et le deuxième, c'est l'utilisation des QR codes. Donc, c'est la méthode préférée des 18-34 ans, qui est donc la tranche de population qui est la plus consommatrice d'avis et qui est donc amenée à se développer parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait utiliser un QR code. Ce n'est pas du tout intrusif et donc c'est vraiment la méthode qu'on conseille le plus chez Partout. Donc voilà, on a nos avis, très bien. Maintenant, il faut en faire quelque chose et il faut organiser la réponse à ces avis. Donc pour ça, vous avez 2 possibilités. La première, c'est de décider de traiter ces avis en centrale, c'est-à-dire que vous allez allouer des ressources humaines au sein du siège pour réaliser cette mission, que ce soit la direction marketing, service client ou expérience client.
voilà, c'est la stratégie qu'on recommande le moins. Nous, on recommande plutôt la stratégie de donner la main au local. C'est-à-dire que là, ce sont vraiment les employés, les personnes qui travaillent en magasin, les directeurs, responsables commerciaux ou collaborateurs, qui ont la main et qui vont traiter la réponse aux avis. Ils sont beaucoup plus proches du terrain, beaucoup plus proches du client. Donc, ça peut être beaucoup plus fluide et beaucoup plus pertinent en termes de réponse. Et donc, oui. Là, tu parles d'organiser la réponse aux avis. Tout à fait. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à répondre aux avis? Est-ce que ça sert à quelque chose finalement? Tout à fait. Merci Shirley pour cette question parce qu'au final, on se dit on passe du temps et on alloue du temps, les équipes passent du temps pour faire ça. Est-ce que ça a un intérêt? Donc oui, premièrement, c'est valorisé par Google, c'est-à-dire que ça va aider pour remonter dans les rankings. Et deuxièmement, ça va fidéliser les clients et voilà, ça va aussi valoriser leurs avis. Donc il faut savoir que pour organiser cette réponse aux avis, il y a d'autres éléments également à prendre en compte, comme par exemple identifier les créneaux consacrés à la réponse, se donner aussi des objectifs. Par exemple, quel est le taux de réponse que je souhaite avoir? Ça peut être 100% sur les réponses négatives, 50% sur le reste. Enfin, voilà, c'est aussi des objectifs à se fixer. Et puis aussi déterminer quel est le ton, quels sont les termes utilisés, quelle est la ligne éditoriale à utiliser pour refléter les valeurs de l'entreprise, etc. Donc, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Et pour répondre de manière beaucoup plus concrète, Shirley, à ta question, je souhaite faire un petit zoom sur un cas client, donc Castorama, qui avait beaucoup de mal à gérer seul ses 260 000 avis. Et donc, il a demandé l'aide de partout pour gérer ses avis. Et donc, on a mis en place avec eux donc, une stratégie de réponse en local par les directeurs de magasins. Et donc, l'enseigne est passée de 5% de taux de réponse à plus de 95% en un an, ce qui est vraiment un score extrêmement important. Et je pense qu'il y a eu une slide qui a sauté, mais tout ça pour vous dire que ça a permis finalement d'augmenter la visibilité de leur point de vente, mais aussi de fidéliser leur clientèle, comme par exemple sur le screenshot de l'avis que je vous ai montré. Donc, partie d'un litige, la personne a changé son avis et a donné 5 étoiles. Voilà pour l'e-réputation. Mais de manière globale, l'expérience client ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, les consommateurs veulent donner leur avis, veulent interagir, et ça passe aussi par les messages. Et donc, quand on parle de messages ou de commerce conversationnel, il s'agit de quoi réellement? Donc, c'est tout simplement les conversations qu'un consommateur, qu'un utilisateur va avoir avec une entreprise, que ce soit au travers d'un chatbot, d'un site web, ou tout simplement au travers d'une application de messagerie instantanée qu'on utilise tous les jours aujourd'hui, comme WhatsApp, Messenger, etc. Donc, c'est vraiment une tendance de fond qui est aussi vecteur de business. Donc voilà, effectivement, vecteur de business, ce chiffre que l'on a, 53% des consommateurs sont plus enclins à faire des achats auprès d'une entreprise à qui ils peuvent envoyer des messages. Pourquoi? Tout simplement parce que si un consommateur a des questions, des doutes, qu'il peut interagir avec l'entreprise, qu'il a des réponses, c'est tout simplement un élément de réassurance. Et puis, ça permet de rapidement répondre à un besoin, à une question, et donc d'accélérer le processus de décision. Et donc, comme je vous le disais, le messaging, le commerce conversationnel, c'est vraiment une tendance de fond qui répond à un vrai besoin. Aujourd'hui, on peut estimer que les messages sont un remplacement aux appels téléphoniques de vos clients. Alors, chaque année, les appels représentent 250 milliards d'appels. C'est très coûteux et très lourd pour les entreprises de le gérer, de consacrer des personnes pour faire ça. Aussi, cette tendance a été beaucoup accélérée par le Covid. On le sait tous, aujourd'hui, on est réticent à se déplacer pour rien. Donc, on va avoir les informations sur les disponibilités en point de vente, les horaires d'ouverture, etc. Et un constat qui a été fait, c'est que pendant la période Covid, il y a eu 30% d'appels en plus
sur le secteur de l'habillement et ça va jusqu'à 50% sur le secteur bancaire. Et donc, la solution évidente à cet accroissement des appels sont les messages. Donc, 75% des internautes déclarent préférer échanger des messages plutôt que d'appeler. Dans notre quotidien aujourd'hui aussi, on est beaucoup plus à l'aise à écrire des messages, à envoyer des messages aussi aux entreprises plutôt que de les appeler. Et donc, les messages, ça a 3 avantages principaux. Le premier étant qu'on peut répondre de manière asynchrone. C'est-à-dire, quand on reçoit un appel, on doit répondre tout de suite, on s'arrête de travailler et on doit trouver la réponse tout de suite. Le message nous permet de prendre connaissance, de creuser un petit peu si on n'a pas l'information complète et d'apporter une réponse un peu plus décalée dans le temps, pas trop non plus, mais en tout cas beaucoup plus complète et précise. Deuxième avantage, l'historisation. Les messages permettent de reprendre une conversation là où on l'avait laissée, de tracer l'origine de la demande. Enfin, c'est aussi de la data que l'on peut historiser et sur laquelle on peut revenir. Et finalement, c'est totalement orienté business parce que ça permet, enfin, comme je vous disais, c'est de la data qu'on peut analyser, sur laquelle on peut faire des statistiques et ça permet aussi d'identifier des tendances de consommation. Pareil, le plus simple, c'est de vous montrer un cas concret. Donc, c'est une stratégie de commerce conversationnel qu'on a mis avec l'un de nos clients, donc King Jouet, qui voulait tester le déploiement de messaging sur un échantillon de 19 points de vente. L'objectif étant de renforcer un peu l'image innovante de King Jouet et de leur permettre, comme je vous l'expliquais avant, d'aller plus loin dans l'expérience utilisateur et dans le parcours d'achat. Et donc, le test a duré 1 mois. Alors, à l'issue du test, on a pu faire 3 macro-constats. Le premier, c'est que les intentions d'achat représentent 65% des sujets de conversation. Donc, c'est des informations du type les offres en cours, les stocks, les arrivages, etc. Donc, c'est vraiment une part extrêmement importante qui est totalement liée derrière à des conversions business. Ensuite, le deuxième sujet va toucher plus aux informations pratiques, les horaires d'ouverture, les modes de paiement, etc. Et puis finalement, là où on aurait pu croire que ça aurait été la majorité, mais non, 10% des messages concernent plus le SAV, le support. Donc, triple intérêt pour King Jouet d'avoir fait ce test-là. Le premier, c'est d'améliorer, de fluidifier l'activité principale en équipant mieux les collaborateurs en interne pour faire face effectivement à toutes ces demandes. Et puis, deuxième intérêt, rassurer le client, lui apporter une réponse précise, de faciliter in fine son processus de décision. Et puis aussi, ça permet de comprendre et d'anticiper certaines tendances marché en identifiant, par exemple, les produits où il y a une forte demande, où on reçoit beaucoup de messages et beaucoup de questions. Donc, pour résumer, quels sont nos conseils pour vous permettre d'implémenter une stratégie de messaging? Premièrement, c'est de choisir le bon moment pour votre activité. Est-ce le moment où on en a le plus besoin? Par exemple, pour King Jouet, c'était la période de Noël. Donc, l'idée, c'était vraiment de fluidifier cette période chargée. Ou à l'inverse, une période un peu plus calme pour, en tout cas, aider à la mise en place de façon plus soft, on va dire. Deuxième élément, c'est de cibler au sein de votre entreprise les collaborateurs qui sont les plus appétents pour le digital, qui vont être vraiment les fers de lance pour ce changement et qui vont pouvoir être moteurs pour le reste de votre équipe. Troisième chose, s'organiser en interne. Posez-vous les bonnes questions. Qui va répondre? Comment? De quelle manière? Sur quelle fréquence? Etc. Ce sont plusieurs éléments qu'il faut identifier en amont pour pouvoir avoir une stratégie fluide. Et finalement, comme tout projet, comme toute mise en place, il est important de suivre de manière hebdomadaire, faire un monitoring des collaborateurs sur le réseau, voir si les règles en amont identifiées sont bien appliquées, si le projet suit bien son cours et d'adapter en fonction le cadrage qui a été fait en amont. Voilà pour la partie messaging et je vais vous laisser entre les mains de Christophe qui va vous parler social listening.
Merci Shiraz. Oui, effectivement, on a vu donc avec Charlet au début l'optimisation du contenu. On vient de voir avec Shiraz les avis consommateurs et les messages. On va voir maintenant avec le social listening la manière dont on peut analyser votre réputation globale et toutes les problématiques des consommateurs. Donc, en quelque sorte, faire le point, faire une synthèse de tout ce qui va pouvoir être publié sur le web et les médias sociaux. Alors tout d'abord, l'analyse de la réputation. La réputation, c'est en quelque sorte un concept très large qui va être composé de plusieurs briques. Donc on sait que ce qui fait la réputation de votre marque, de vos magasins, ça va être la qualité des produits et des services, les conseils des vendeurs, on pense souvent à ça. Mais on va voir qu'il y a d'autres critères comme l'éthique de l'entreprise, son positionnement par exemple, la réputation de ses dirigeants. Comment on peut analyser cette réputation? Alors, 4 points qui concernent les conseils pour cette analyse de réputation. Tout d'abord, on va travailler sur la notoriété. La notoriété, ça va être votre volume de messages, tous ceux qui parlent de votre marque, de vos magasins, que ce soit en positif ou en négatif. Et on va regarder des choses comme évidemment le volume de conversation, le reach, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont potentiellement atteintes par tous les messages, les posts qui sont publiés sur votre marque, et puis évidemment l'engagement au fil du temps. Ça, c'est le premier point, la notoriété. On va regarder aussi la perception, c'est-à-dire voir quels sont tous les facteurs qui vont influencer la perception du consommateur sur un magasin, sur une marque. Et enfin, il y aura les réactions, c'est-à-dire que en tant que marque, en tant que magasin, vous allez communiquer sur le web et les réseaux sociaux notamment, à travers différentes campagnes, différents messages. Et ce qui est important, c'est de voir, au-delà des messages spontanés, comment réagissent les consommateurs à vos messages. Et ensuite, il y a un socle pour cette analyse de réputation. Il faudra constamment analyser en local. Hein. Shiraz parlait de l'importance de donner la parole au local et de benchmarker, c'est toujours se comparer pour avoir des indicateurs de référence. Alors très concrètement, un cas pratique, j'ai pris l'exemple de Leroy Merlin dont on a déjà parlé. À gauche, vous avez l'analyse des messages postés sur la marque, sur les magasins Leroy Merlin entre février et juillet de cette année. On voit qu'il y a un pic au mois de mars. On pourrait se dire, tiens, il y a une très forte notoriété au mois de mars. Est-ce que c'est propre à tout le secteur de la grande distribution de bricolage ou de décoration? Et là, encore une fois, c'est important de comparer, d'analyser tous les acteurs, enfin les acteurs principaux du secteur et les concurrents. Et on voit que déjà Leroy Merlin a des parts de voix, donc un nombre de messages plus important que les autres acteurs du secteur. Et puis que ce pic de conversation et de messages au mois de mars, il lui est spécifique. On ne le retrouve pas chez les autres acteurs. Donc ça, c'est des analyses, c'est des outils de data visualisation qu'on vous propose chez Digimind, mais derrière, il y a des vraies données, il y a des vrais messages. Et si on analyse ces pics derrière, j'ai mis un extrait des messages auxquels ça correspond, et on voit qu'il y a ce pic au mois de mars, compte tenu de la prise de position de Leroy Merlin qui avait décidé donc de poursuivre ses activités en Russie. Donc ça a créé beaucoup de buzz et de messages. On pourrait se dire, en brique de réputation, c'est de la réputation finalement très corporate, c'est la réputation de la gouvernance. Moi, ça ne va pas trop m'impacter pour mes ventes en magasin. Or, malheureusement, on a vu qu'il y avait des salariés, notamment de Leroy Merlin, qui avaient été pris à partie dans certains magasins donc par les consommateurs, notamment par rapport à cette prise de position et ce maintien de l'activité en Russie. Il faut toujours prendre du recul. Donc, on voit un troisième message derrière sur notamment le forum Que Choisir, un troisième type de message, et on voit que certes, il y a ce pic concernant la crise ukrainienne, mais il y a toujours une cohabitation avec des messages plus classiques qui concernent un peu la vie de tous les jours des magasins. Donc là, ici, des personnes sur les forums qui interagissent concernant le SAV de Leroy Merlin. Donc ça, c'est le premier axe, l'analyse de la notoriété. Et puis, donc,
En deuxième axe, il y a l'analyse de cette perception qui va faire que vous, consommateur, vous allez vous dire bah, Leroy Merlin ou cette autre marque, c'est plutôt bien ou c'est pas bien. Donc, quel facteur là, pour être tout à fait précis, il faut regarder l'évolution dans le temps. Entre février et mars, on analyse des facteurs toujours avec cette data visualisation, c'est un schéma de type radar, et on voit que c'est le facteur Russie à 52% qui domine dans les messages postés sur Leroy Merlin, que ce soit sur les réseaux sociaux, les blogs, les différents espaces de discussion. Et puis les facteurs plus classiques, le choix, l'agencement en magasin et même les jeux concours, ils sont relégués à quelques pourcents. Si maintenant on analyse les messages postés sur Leroy Merlin entre avril et juillet 2022, on voit qu'il y a une évolution qui est complètement différente, que le facteur Russie, c'est autour de 6%, et puis que les facteurs classiques de discussion autour d'une marque comme Leroy Merlin, de grande distribution spécialisée, eh bien, reviennent, c'est-à-dire le choix, l'agencement, le conseil des vendeurs, les nouveautés et même aussi la disponibilité du parking. La notoriété, la perception, et on regarde les réactions de vos consommateurs à vos propres communications. Alors, j'ai pris 2 exemples de messages, toujours sur Leroy Merlin. Ce message, cette campagne au mois d'avril sur les pots cabossés, hein, c'est une promotion du rayon presque parfait de Leroy Merlin qui propose des produits un petit peu en seconde vie où l'emballage, les pots de peinture ou de vernis sont pas parfaits, sont un peu cabossés. C'est en fait la communication qui fait partie du top 10 entre février et juillet des messages de la marque qui ont reçu le plus de messages positifs. Donc ça a été vraiment très très bien reçu, 95% de réactions positives sur ces messages où les consommateurs louent l'initiative d'écologie et de développement durable à travers cette initiative des rayons presque parfaits. Et puis à l'opposé, au mois de mars, donc au début de la crise ukrainienne, on a cet autre message de Leroy Merlin qui concerne la décoration et l'entretien des façades extérieures des maisons. À la rigueur, j'aurais pu vous montrer tout autre message là ici sur Facebook sur cette période, puisque systématiquement, les messages postés sur cette période sont complètement pollués par 95% de réactions négatives où les gens ne perçoivent pas ce message-là, mais interpellent la marque sur la situation des magasins en Russie. Donc, on voit que dans ces cas-là, c'est un peu le syndrome des moteurs truqués Volkswagen. Hein. En 2015, avec la révélation de la tricherie de Volkswagen, eh bien, pendant plus de 10 mois, la marque avait été inaudible sur les réseaux sociaux. Mais là, c'est la même chose, c'est-à-dire dans ces périodes-là, quel que soit le message posté, il va recevoir des réactions négatives puisque les personnes donnent des avis non pas sur le message en lui-même, mais sur l'actualité autour de la marque. Donc c'est important de le prendre en compte. Donc ça, c'est quelques points sur l'analyse de réputation. Et puis, on va regarder plus précisément aussi les problématiques de vos consommateurs, qui sont à eux seuls aussi une des briques de la réputation, puisque vous savez que les avis consommateurs, on l'a vu avec Shiraz notamment, constituent évidemment un axe fort de la réputation d'une marque. Alors, on parle plus globalement d'inside consommateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va collecter tout ce qui peut être posté en termes d'avis consommateurs sur les produits et services, mais aussi au-delà, c'est-à-dire tout ce qui peut nous renseigner sur les styles de consommation, plus globalement le style de vie de vos clients, de vos futurs clients, de vos prospects. Ce qui est intéressant, c'est que ça va venir pas remplacer les études de marché, mais venir en complément d'études de marché traditionnelles, hein, des études quali ou quantitatives. Pourquoi? Parce qu'il y a une véritable spontanéité dans les messages. Par exemple, il y a un message en haut à gauche, une personne qui dit bah voilà, je suis à la salle de sport, en attendant qu'un appareil se libère, je bois mon Red Bull. Un autre message de cette jeune femme qui publie chez un salon de Sange une photo avant et après, hein, qui a demandé au coiffeur de la prendre avant et après la coiffure. Autre type de message, cette personne qui publie sur Instagram la composition de son petit déjeuner le matin. Donc, il y a la spontanéité, une sorte de preuve par l'image et la vidéo. Et on est vraiment sur l'usage avec une mise en contexte, un commentaire, des hashtags, donc quelque chose de très précieux pour les marques. Et donc, les insights consommateurs, c'est tout ça, c'est des avis sur les produits et services, sur les styles de vie, sur le contexte de consommation. Et ça peut servir
servir comme évidemment renseignement très précieux pour les marques, mais aussi comme contenu d'inspiration, hein. Il y a pas mal de salons de coiffure qui sont inspirés des photos avant-après à l'époque pour en faire en quelque sorte des jeux concours. Alors, les conseils pour bien analyser ces insights consommateurs, trois grands conseils. Déjà, le périmètre va devoir être assez large, on va le voir, puisque potentiellement, le consommateur, votre futur client, vos clients actuels, peut s'exprimer à peu près partout sur les espaces de discussion, sur le web et les réseaux sociaux. Et de ce fait-là, on peut collecter des dizaines de milliers de messages très hétérogènes. Et pour faire face à cette hétérogénéité, il va falloir muscler l'analyse et vraiment penser à une analyse assez pointue pour catégoriser les données. On va le voir juste après. Ensuite, il y a toujours cet aspect d'inspiration. Je vous parlais tout à l'heure à propos de l'analyse de la réputation, qu'il fallait se comparer aux concurrences, se benchmarker, voir comment ça se passait pour les autres acteurs du secteur. Là, ça va être la même chose. On va collecter des insights consommateurs chez les concurrents, chez les acteurs importants, pour voir ce qui s'y passe, tout simplement pour avoir des indicateurs de référence, pour voir quelles sont les marges de manœuvre, si on est bon concernant le SAV ou si au contraire, on a des progrès à faire. Et donc, cette vue pour montrer d'abord, donc premier axe, la variété et le spectre très large de ce qu'il va falloir surveiller pour capter des insights consommateurs. On va évidemment avoir les avis consommateurs, les messages, on va avoir potentiellement des choses en commentaire des actualités, on va pouvoir intégrer aussi des données tierces qu'on voit à droite, des données d'enquête interne, et puis tout ce qu'il y a sur les médias sociaux, les réseaux sociaux. Maintenant, on publie des messages concernant les marques, les magasins sur un TikTok ou sur un Instagram. C'est intéressant parce que là, votre méthode de collecte des insights consommateurs, c'est peu ou prou exactement ce que fait Google quand il veut déterminer quelle est la notoriété et la réputation d'un business. Il va aller chercher des signaux sur les forums, sur éventuellement les réseaux sociaux et sur toutes ces plateformes-là pour essayer d'établir un profil de réputation de votre marque. Donc, en fait, là, ça permet d'avoir... En faisant ce travail-là, ça permet de... Si vous le faites de votre côté, vous aurez une bonne idée de comment Google vous perçoit également. Tout à fait, merci Charlie pour la remarque. Et je vous parlais tout à l'heure de la nécessité de muscler l'analyse. Vous allez avoir des messages potentiellement très hétérogènes qui viennent d'émetteurs différents, un post, un commentaire sur YouTube. Donc, vous avez plusieurs possibilités de clés d'analyse, de catégorisation. Et nous, ce qu'on propose de plus en plus, c'est d'analyser via différentes étapes du parcours client. Donc là, à l'écran, vous avez des étapes du parcours client assez détaillées. On peut évidemment les simplifier. Ça va dépendre des secteurs d'activité. Vous allez collecter plus ou moins de messages et les classifier dans les différentes catégories. C'est-à-dire qu'il y a des catégories qui, traditionnellement, ont des messages avec un volume fort, comme le SAV ou les plaintes ou la recherche de conseils donc pré-achat. Mais c'est un bon schéma pour catégoriser ces avis consommateurs. Et donc, je vous parlais d'inspiration en troisième conseil d'analyse des insights consommateurs. L'inspiration, là, c'est une première clé. Hein. C'est un outil de data visualisation, encore une fois, interactif qu'on propose. Une première clé d'analyse, c'est-à-dire plus le cercle va être grand, plus on voit qu'il y a un volume de messages important. Donc là, on a catégorisé assez simplement par étape. Donc, l'expérience client magasin, le online, tout ce qui est sur le produit ou la communication. Et ça permet d'avoir un premier niveau de comparaison avec ses concurrents, des acteurs de référence. Là, on voit que Laura Merlin a beaucoup de messages concernant son magasin. Castorama, c'est plutôt le online. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire aussi que les messages concernant la communication, ça concerne plus logiquement Castorama, Laura Merlin qui communique beaucoup. Ça, c'est un premier niveau d'analyse. Et puis après, évidemment, derrière, on va pouvoir analyser les messages suivant leur tonalité, s'ils sont positifs ou négatifs. Alors, très concrètement, je voulais vous montrer ce qu'on pouvait collecter comme type de message sur le web, les espaces de discussion et les médias sociaux. Je ne vais pas faire toutes les phases, mais je donne quelques exemples. Sur la phase de conseil et d'expertise, qui est très importante parce que c'est des achats assez impliquants. Hein. On ne va pas acheter des fruits et légumes, on achète quelque chose dans un magasin de bricolage pour ensuite l'installer chez soi. Donc, ça peut être une demande de conseil assez simple, par exemple sur Twitter, de cette personne qui demande si elle peut aller faire découper cette planche chez Leroy Merlin. Et puis,
comme on l'évoquait tout à l'heure à travers les forums experts, dès que la demande est un peu plus élaborée, on fait appel à des experts qui sont généralement présents sur les forums, comme ici le forum Construire, et cette personne qui demande à propos de meubles qu'elle a achetés chez Leroy Merlin, des conseils très précis avec les cotes et les schémas pour savoir comment encastrer son frigo. Donc, phase de conseil et d'expertise. Il y a aussi la phase, évidemment, d'expérience en magasin. Alors, je voulais vous montrer à travers ces petits extraits de messages qu'il n'y a pas que du négatif sur les réseaux sociaux. Hein. Là, il y a cette personne qui dit que, bah, voilà, elle a été satisfaite de son expérience au rayon luminaire du Castorama. Mais malgré tout, il y a un axe qui domine concernant l'expérience en magasin, du moins sur ce secteur. Et c'est pour ça que je vous ai mis ce message en illustration. C'est que c'est la disponibilité des vendeurs, la demande de conseil qui est souvent jugée vraiment insuffisante. Autre type de message, cette fois pour la phase de livraison, qui est importante aussi sur ce secteur du bricolage, puisque c'est souvent des objets volumineux ou des matériaux et des matières premières volumineuses, donc la livraison est importante. Là aussi, on a des messages qui peuvent être positifs, livraison soignée assez rapide, je recommande. Et puis, beaucoup de types de messages, hein, la caractéristique qui concerne le manque de synchronisation entre l'expérience online et ce qui va se passer dans la vraie vie lors de la livraison, de ce qu'on peut dire en magasin à propos de la livraison. Pour la phase d'utilisation, eh bien, on est dans l'ameublement, la décoration, le bricolage, donc c'est une phase qui dure assez longtemps. Hein. C'est pas comme, là encore, comme quand on peut acheter des objets ou de l'alimentaire. Donc, on peut avoir sur des forums, là encore, des demandes de conseils pour l'installation, par exemple ici, d'une cuisine. Et un autre type de message qu'on va voir énormément sur Instagram et sur TikTok, des vidéos et des images avec des spécialistes ou des gens qui s'en sortent très bien pour montrer différentes étapes d'installation de leurs meubles, de leur mobilier, pour montrer comment faire. Donc autant de choses qui concernent la réputation de votre marque et qui vont nourrir tous ces avis consommateurs. Je terminerai par la phase de SAV. Alors la phase de SAV, elle est souvent très discutée traditionnellement, tout secteur confondu. Donc là encore, on a du message positif, on a des messages caractéristiques sur le manque de synchronisation entre online et le offline, par exemple pour cette carte cadeau. Et puis on a ce message de Pierre-Yves, alors c'est un petit clin d'œil qui se plaint qu'il est un peu trop sollicité par la marque pour lui demander son avis sur ses achats. Donc, Chiara, justement, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter justement ce genre de sursollicitation des clients, des consommateurs d'un magasin? Alors oui, effectivement, la collecte des avis, c'est important, mais il faut aussi le faire de manière non intrusive, comme on l'a vu tout à l'heure. Le mail, c'est vraiment l'un des canaux les moins appréciés. Donc, il faut aussi faire très attention avec les vagues de demandes d'avis par email qui peuvent être détectées par Google. S'il y a un pic d'avis sur la fiche, Google peut le détecter et peut bloquer la fiche. Donc, vraiment attention à ça. Notre recommandation, notre conseil, c'est vraiment de le faire au fil de l'eau. Et le plus simple et le plus humain, entre guillemets, c'est de le faire au moment de la vente, soit en demandant rapidement le numéro et d'envoyer un lien pour donner l'avis, ou simplement en montrant un QR code. Et voilà, c'est des méthodes beaucoup moins intrusives, avec un taux de conversion beaucoup plus élevé. Et voilà, aujourd'hui, la problématique de la pression, entre guillemets, par mail est à tous les niveaux, donc il faut vraiment éviter ça. D'accord, effectivement, merci pour ces conseils. Et puis, à mon tour, je terminerai par 4 conseils pour une veille réputation et insight consommateur efficace. D'abord, comme je vous l'ai dit, hein, je le redis, c'est important, il faut surveiller de nombreux canaux de discussion, les médias sociaux, actualités, forums. Il faut vraiment préparer en amont votre analyse. Quand on collecte des centaines de milliers de messages tous les mois, il faut pouvoir analyser par produit ou dans l'idéal par parcours client, et notamment parce que c'est le troisième conseil, il va falloir partager tous ces insights en interne auprès des services, des collaborateurs qui vont pouvoir les traiter. Donc ça peut être le service client, mais ça peut être aussi la communication corporate, hein, compte tenu de ce qu'on a vu par exemple pour la marque Leroy Merlin. Et puis toujours, hein, ça c'est ce socle, se comparer, benchmarker pour obtenir des indicateurs de référence pour voir quelles sont vos marges de progression par rapport aux autres acteurs du secteur, pour pas un petit peu naviguer à vue, mais au contraire avoir des objectifs très, très concrets.
Super. Voilà ce que je pourrais dire sur la réputation. Merci beaucoup, Christophe. C'était effectivement très complet. Et ben, c'est le moment de conclure. Et ben, je vous propose de vous donner le mot de la fin à chacun. Si vous aviez juste un conseil à retenir. Je vais commencer par Shiraz. Ce serait quoi ton conseil à retenir de tout ça? Alors, mon conseil, c'est vraiment de garder à l'esprit que l'expérience client, aujourd'hui, elle est hybride. Elle commence en ligne et se poursuit en physique dans votre point de vente. Et il est très important de travailler tout ce processus-là. Et donc, ça passe par, premièrement, bien préparer la mise en place de vos stratégies de collecte d'avis, de réponse d'avis, de messaging, comme on l'a expliqué. Donc, vraiment embarquer les bonnes personnes et cadrer ça avec vos équipes. Deuxième chose, suivre ces stratégies, la mise en place de ces stratégies dans le temps et adapter cette mise en place, c'est très important. Et troisième chose, ne pas hésiter vraiment à se faire accompagner par des entreprises consacrées sur le sujet et des professionnels qui sont là aussi pour vous aider à avoir les bonnes pratiques. Effectivement. De ton côté, Christophe, ton conseil? Alors, mon conseil, ce serait, comme on est professionnel de la veille, il faut faire de la veille dans le temps. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut analyser la vie de votre marque au fil du temps. Pourquoi? Pour pouvoir avoir des indicateurs de référence. Et par exemple, quand il y a des sentiments négatifs à un instant T, eh bien, il va falloir analyser un peu plus tard, en fonction de vos actions correctives ou de campagnes de communication, ce qui va se passer. Donc, ça n'a pas beaucoup de sens de faire d'analyse de ponctuelles, par exemple sur les sentiments et sur des avis consommateurs, sur votre réputation. Vraiment faire valoir, il faut faire vivre votre veille dans le temps et analyser et comparer aussi en fonction des différentes périodes et de vos axes de communication et de vos campagnes. Très clair. Et de mon côté, le conseil à retenir, vraiment, valorisez vos experts. Vous avez des experts, vous avez des gens qui sont formés au métier, qui savent de quoi ils parlent. Et ça, Google, maintenant, met l'accent dessus, il sait les reconnaître. Donc, vous avez tout intérêt à profiter de cette richesse que vous avez en interne. Il nous reste un petit peu de temps. Je pense qu'on va déborder peut-être de quelques minutes pour pouvoir répondre à quelques questions. Et écoutez, Christophe et Shiraz, je vous propose de commencer à répondre aux questions, peut-être en les prenant par ordre des votes. Donc, on a une question de Bruce qui demande donc sur des fiches GMB, j'imagine, oui, qui existent depuis plus de 5 ans et qui ont donc j'imagine plein d'avis. Est-ce que Google prend une période plus récente pour établir la moyenne, ou est-ce qu'il fait une moyenne pondérée en fonction de la récence des avis? C'est une question très intéressante parce que on n'a pas de communication très claire de Google à ce niveau-là, mais l'avis général, Shiraz, tu pourras me corriger, c'est que effectivement il y a une prime à la fraîcheur, c'est-à-dire qu'effectivement tes avis qui vont être donnés il y a 5-6 ans vont moins compter dans la manière dont tu es perçu. Alors peut-être pas dans le calcul de la note, peut-être pas parce que je pense que c'est une moyenne globale. Il faudrait le vérifier, mais en tout cas, dans la perception que Google a de la qualité de ton service, il y a vraiment une prime à la fraîcheur. Si je peux compléter, effectivement, tu as raison. En fait, ce qui va compter aussi, c'est le nombre d'avis. Donc, les fiches qui ont très peu d'avis, on peut se retrouver avec une moyenne qui est basée sur la période totale. Maintenant, les fiches qui ont beaucoup d'avis, Google a un calcul spécifique. Donc, comme l'a dit Shirley, on n'a pas forcément le détail. Mais voilà, le score global est calculé d'une part par les notes des utilisateurs, mais aussi il y a d'autres facteurs qui peuvent impacter. Ça reste assez flou, mais voilà, c'est les infos que l'on a. Et enfin, voilà, l'idée, c'est que ces calculs-là puissent traduire au maximum et refléter au maximum la qualité du business en place. Je vais te laisser la parole, Shiraz, parce qu'on a une question de Stéphanie. Est-ce que les entreprises qui répondent aux avis de manière impersonnelle sont impactées par une sorte de duplicate content, oui, le fait de ne pas personnaliser les réponses? Alors ici, l'inconvénient de répondre de manière impersonnelle, c'est plus la perception de l'utilisateur. C'est-à-dire on voit rapidement si c'est une réponse un peu standard, etc. Maintenant, le côté duplicate content, il est assez minime, étant donné que, notamment,
sur la plateforme Partout, il y a des templates de réponses qui permettent de fluidifier la réponse et que ce soit plus rapide pour l'utilisateur. Mais on recommande toujours un niveau de personnalisation, en tout cas si la situation ou l'avis le nécessite. Mais voilà, c'est plutôt un impact assez minime si on parle que de duplicate content. Oui, et même en termes de considération SEO, ça ne va pas compter si vous parlez des réponses données sur GMB. Question pour Christophe. On nous demande, quels outils de veille recommandez-vous pour surveiller sa e-réputation? Oh là là, question difficile. Moi, je vais recommander évidemment notre outil Digimai. Non, mais plus sérieusement, la réputation, comme j'espère vous l'avoir montré, c'est très vaste. Donc, chez Digimind, on est reconnu pour pouvoir couvrir de manière assez importante un spectre très diversifié de sources, puisque il y a les avis consommateurs et puis il se passe beaucoup de choses aussi sur les réseaux sociaux, sur les bons vieux forums aussi, on le voit. Et donc, nous, on propose des outils, qui permet de surveiller la réputation, les avis consommateurs avec des requêtes très précises, et on équipe à la fois des annonceurs et des agences de communication, de marketing digital et de SEO. Voilà, pour faire court. Très clair. Merci beaucoup, Christophe. On a une question. Tiens, je vais prendre la question de Juliette, puisqu'elle demande si les outils tiers de récolte d'avis, j'en ai parlé tout à l'heure, de tous les Trustpilot, les avis vérifiés, etc. Poolpeo, entre autres. Est-ce que, puisque les gens regardent surtout la note Google, est-ce que les avis tiers peuvent être ajoutés sur la fiche GMB? En fait, oui. Donc, il y a un intérêt d'avoir les deux. Ça multiplie les espaces d'expression. Et vous savez, vous pouvez synchroniser. Par exemple, sur Trustpilot, il y a une fonction de synchronisation. Vous pouvez synchroniser avec votre GMB. Et ce qui va se passer, c'est que vous pouvez tester avec votre restaurant préféré. Moi, je peux taper restaurant Racine à Lyon. Vous allez voir que vous allez avoir la note GMB et en dessous, un encart, ce que pensent les internautes avec l'avis La Fourchette, qui est un autre agrégateur de review. Donc, GMB est capable il ne va pas les mélanger ensemble, mais il va les mettre dans deux endroits séparés avec votre note GMB et votre note Trustpilot l'une à côté de l'autre. Donc, le fait de multiplier ces espaces-là, si vous avez des bonnes notes à chaque fois, c'est plutôt positif. Question sur la fin de Google My Business. Est-ce que ça change quelque chose à ce qu'on vient de dire? Puisqu'on sait que Google My Business devient Google Business Profile, je crois. Oui, alors je pense que la question est aussi un petit focus sur la disparition de l'application qui permet de gérer toutes les informations. Ça passe aujourd'hui par Maps et c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup moins intuitif. La réponse tout simplement que je peux vous apporter, c'est que la plateforme Partout est disponible aussi en appli. Et elle permet du coup de gérer sa fiche de manière beaucoup plus simple sur l'application et pas que pour Google, sur toutes les autres plateformes. Donc voilà, c'est une solution de remplacement car effectivement, la disparition de l'appli complexifie le traitement des informations. Merci beaucoup. Je sélectionne une question parce que elle est plus dans mes compétences. Est-ce que les rich snippets concernant les avis sont plus contrôlés qu'avant? C'est vrai que historiquement, en tout cas il y a 10 ans, vous pouviez vous-même indiquer que vous aviez 150 avis avec une note de 4,9. Il n'y avait pas trop de vérification et on vous affichait les étoiles. C'était à peu près comme ça que ça marchait. C'était un peu la jungle. Mais en vérité, depuis à peu près depuis 2014 et puis encore plus dans les années récentes, c'est beaucoup plus contrôlé maintenant. Bizarrement, on tombe encore sur des sites qui font ça un peu à l'arrache et ils arrivent à voir les étoiles qui s'affichent, mais c'est clairement beaucoup plus contrôlé et c'est pour ça qu'on préconise de passer par soit des avis vérifiés, des sites donc agréés, soit directement synchroniser GMB. Question, alors peut-être pour toi Shiraz, est-ce que les méthodes de messaging dont tu as parlé, est-ce qu'elles sont aussi efficaces en B2B qu'en B2C? Alors oui, alors aujourd'hui on constate vraiment que les pratiques des consommateurs en B2C ou même dans la vie privée sont appliquées aussi à leurs relations avec les entreprises.
Et donc, je vais un peu remettre un chiffre que j'ai déjà évoqué, à savoir que 75% des Français préfèrent échanger par message plutôt que d'appeler. Donc, c'est vraiment, vraiment une tendance de fond et qui est appréciée, même si on est dans une configuration B2B. Ok. Écoute, très clair. Je crois qu'on va devoir s'arrêter là. Il est déjà 12h05. On a un peu dépassé. Il y a beaucoup de questions intéressantes. Voilà, on vous laisse avec le programme du SEO Square qui aura lieu le 18 et 19 octobre 2022. Donc 2 jours de conférences sur le SEO, le web marketing avec certains des plus grands experts en France. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis voilà, écoutez, merci beaucoup pour votre participation, Shiraz et Christophe, et pour votre expertise. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci à tous d'avoir été présents. Et puis, bon appétit. Merci à tous. Bon appétit, merci, au revoir. Au revoir.